Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, je viens de parler avec Christian Rioux du Devoir et on rigolait, on disait que tu étais finalement un peu comme le vaccin que le Québec avait envoyé à la France pour les aider à se protéger contre le virus du wokisme. C'est plutôt gentil, mais mon Dieu. Mais oui, il m'arrive de parler de cette question ici parce que les Français ont leur première réaction devant le wokisme, c'était de se dire, c'est un machin américain, ça passera pas ici, c'est pas sérieux. Et quand ils ont constaté que ça passait, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ça va-tu passer? Est-ce que ça va devenir marginal? Puis là, ils voient à quelle vitesse cette révolution bulldoze tout. Et ils se demandent, là, ils cherchent à comprendre. Et là, c'est la petite contribution des Québécois, disons ça comme ça, c'est plus qu'on est à l'avant-poste en la matière. On est aux portes de l'Empire. On est traversé par l'Empire. On est dans un pays, le Canada, qui est le Wokistan, le Woke Canada. Eh bien, devant tout cela, les Québécois peuvent peut-être, un peu à leur manière, chercher à comprendre, aider les Français à comprendre ce qui leur tombe dessus. C'est comme Joanne Liu, là, l'experte là, en pandémie. Elle a lutté contre l'Ebola en Afrique, contre le choléra en Haïti. Puis il y a des gens qui disent, on a besoin d'elle à notre cellule de crise parce qu'elle a fait du terrain. C'est un peu ça. Toi, t'as combattu contre les woke, mano et mano, comme on dit. Fait que tu vas aller aider les Français. Oui, mais je confesse un moment d'humilité. Dans les circonstances, néanmoins, je crois fondamentalement à l'importance de mon travail. Il est essentiel, mais j'aurais pas l'idée de me comparer à Joanne Liu, qui, dans les circonstances, a un savoir d'une pertinence absolue. Ce qui ne m'empêche pas ensuite d'estimer mon propre travail, mais distinguons les choses. Joanne Liu, c'est dans les circonstances de travail auxquelles je ne me compare pas. Non, c'est moi qui fais la comparaison. D'ailleurs, mon cher Mathieu, je te suis plus, là. T'es tellement partout en France, tu fais tellement de trucs que j'ai de la misère à savoir où tu es. Puis là, t'as ajouté une autre chronique que tu fais le matin. Coudon, tu dors comme 2 heures par nuit, là, maintenant? J'ai jamais dormi beaucoup, mais non. Donc maintenant, du lundi au jeudi à 8h30, j'ai une carte blanche à Europe 1. Donc je fais un éditorial, une chronique sur le sujet de mon choix en fait. Et donc aujourd'hui, je parlais justement de politique française très directement, un ralliement important à la campagne d'Éric Zemmour, l'ancien numéro 2 des Républicains. J'analysais ce que ça voulait dire pour le Parti des Républicains en France. Demain, je reviens sur un tout autre sujet, et ainsi de suite. Donc, les sujets sont variés parce que l'actualité est riche. Puis le soir, donc à 19h heure française, je fais 2 éditoriaux à Face à l'info, qui est une émission sur CNews. Le samedi, j'ai mon émission que j'anime. Et le dimanche, je suis au grand rendez-vous d'Europe 1 dans le trio d'intervieweurs pour la présidentielle. Donc, ça ressemble à ça. Mais sans jamais, je le dis, oublier mes activités québécoises qui sont essentielles. Mon devoir civique et mon âme sont au Québec. Ben justement, on va en parler du Québec. Alors, Jean-François Roberge, réitéré lors d'une longue entrevue bilan de l'année, il a dit, il est hors de question qu'on applique la loi 101, la loi 96 au cégep. Tu en penses quoi? J'hésite entre cette déception, c'est-à-dire Roberge fait partie apparemment de l'aile nationaliste de la CAQ. Par définition, l'aile nationaliste de la CAQ, ça devrait avoir le souci de la question linguistique et tout ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement qui nous a répété à plusieurs reprises qu'il ne toucherait pas à la loi 101 au cégep? Bon. On sait que ça divise par ailleurs le caucus caquiste. Dans tout cela, j'aurais espéré que Jean-François Roberge soit du bon côté de la barrière, c'est-à-dire avec Simon-Jolin Barrette et tous ceux, il y en a d'autres au caucus de la CAQ, même au Conseil des ministres, qui se disent on est en train de perdre la bataille. On est en train de perdre la bataille. S'il n'y a pas un geste institutionnel majeur qui est fait pour être capable de refranciser la société québécoise, d'éviter que les nouveaux arrivants qui arrivent dans notre système scolaire au primaire, au secondaire, c'est en français, mais ensuite ils passent en anglais presque systématiquement. Eh bien, ce geste-là, il est essentiel aussi pour refranciser le centre-ville. Il est essentiel pour assurer le statut du français à Montréal. Eh bien non, la CAQ va se contenter encore une fois de nationalisme en parole, d'un nationalisme rhétorique, d'un nationalisme d'apparat, d'un nationalisme potemkin, d'un nationalisme en carton-pâte. Et finalement, eh bien, ne fera pas la décision essentielle au moment où la CAQ dispose d'un pouvoir immense, mais immense. Le pouvoir politique de la CAQ en ce moment, c'est 2 choses. Elle connecte profondément aux aspirations de la majorité francophone et au même moment,
l'opposition est divisée, est profondément divisée. On voit pas qui peut remplacer Legault la prochaine fois. Dominique Anglade est enfermé pour l'instant dans les comtés anglophones et allophones. Le Parti québécois ne réussit pas à sortir de sa crise structurelle. Quant à Québec solidaire, malgré tout le discours favorable qui est tenu à son endroit dans les médias, ça demeure un parti, on pourrait dire populiste de gauche, qui n'a pas réussi sa mue gouvernementale. Alors on voit tout ça, la CAQ pourrait faire quelque chose d'essentiel. Ils veulent pas faire l'indépendance, très bien, on l'a compris. Mais au moins, ils pourraient assurer la survie du peuple québécois. Et ils ne le font pas. Comment ne pas être déçus? Ils ont peur de quoi? Parce qu'on sait que la CAQ gère par sondage. Hein? Il n'y a aucun gouvernement qui a commandé autant de sondages dans l'histoire du Québec. Et 68% des francophones seraient pour l'application de la loi 101 au cégep. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un win-win situation. Donc, ils ont peur de quoi? Moi, je crois que là-dessus, c'est l'aile fédéraliste de la CAQ, l'aile droite genre d'affaires, ou à tout le moins ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie coloniale, enfin la bourgeoisie colonisée, qui est influencée par la bourgeoisie coloniale. Et on le voit d'ailleurs, il y a un article dans la presse aujourd'hui où on voit le milieu d'affaires nous refaire le coup de la Sun Life mentalement. On voit la loi 96, qui est pourtant une loi très timide. Puis là, ils disent, oh là là, on va perdre des emplois, on va avoir l'air xénophobe, on va avoir l'air fermé à la business, et ainsi de suite. J'ai l'impression que François Legault est intimidé par ce discours qui dit si vous touchez à ça, vous allez avoir l'air fermé, vous allez avoir l'air bloqué, hostile au milieu des affaires, hostile à l'anglais. Il faut pas oublier qu'il y a aussi une aile fédéraliste de conviction à la CAQ. Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel, Éric Girard, il y en a d'autres qui sont des gens de qualité sans le moindre doute, mais qui fondamentalement sont des fédéralistes tendance PLQ. En d'autres temps, ces gens-là étaient chez les libéraux. Eh ben, qu'est-ce qu'on voit autour de ça? C'est que manifestement, pour eux, qui ont en plus souvent le réflexe, gens de Québec, dans le cas de Guilbeault, par exemple, sont sur le mode, il n'y a pas de problème d'anglicisation au Québec. Non. On aurait dû leur dire, regardez, tout se passe pas dans la ville de Québec, regardez ce qui se passe à Montréal. Ils vont dire, oui, mais Montréal, ça nous concerne pas. Et là, il y a cette aile fédéraliste qui a des réserves sur toute forme d'affirmation nationale et qui ne se rend pas compte, en fait, qu'on est en train de perdre la partie. Mais et Simon Jolin Barrette, là-dedans, on sait qu'il est très nationaliste. C'est peut-être le plus nationaliste de la gang de la CAQ. Il doit ronger son frein, lui, là. Ben, je suis en train de me demander si Simon Jolin Barrette ne sera pas le Jean-Guy Cardinal de l'histoire de la CAQ. C'est-à-dire, Jean-Guy Cardinal, c'était le ministre très nationaliste du gouvernement de Jean-Jacques Bertrand, de 68 à 70. Et qu'il avait d'ailleurs affronté à la chefferie de l'Union nationale après la mort de Daniel Johnson. Et c'était un vrai nationaliste, Jean-Guy Cardinal, mais il était pris dans un parti qui finalement se contentait d'un nationalisme en parole. Puis il en était même venu à voter pour une loi, le Bill 63, qui était la première grande querelle linguistique du Québec moderne, qui dans les faits normalisait le statut de le libre choix scolaire pour le primaire et le secondaire. Là, on n'en est plus là aujourd'hui. Mais donc, je ne doute pas un instant de la bonne foi, du courage et de l'intelligence de Simon Jolin Barrette, où on en vient à se dire, peut-il agir dans ce parti? Je veux dire, il fait beaucoup, il n'y a pas de doute là-dessus, il tient tête, mais est-ce qu'il évolue dans un parti qui fondamentalement le traite comme un corps étranger, comme une présence extérieure, comme un élément qui, bon, OK, il nous énerve encore, Simon, qu'est-ce qu'il veut encore, Simon? Et là, on a envie de dire, s'il y avait encore un mouvement nationaliste fort au Québec, structuré au Québec, il se lierait à Simon Jolin Barrette, il ferait pression devant le gouvernement. Mais c'est qu'en ce moment, on est dans cette situation un peu étrange où on a une opinion publique relativement forte, on sait ce que veut l'opinion, mais il n'y a pas un mouvement nationaliste fort capable de mobiliser la population, pas comme autrefois. Et puis le Parti québécois, donc je le disais, si au moins le Parti québécois est en capacité de menacer la CAQ, s'il était à 22% des sondages, puis là, on le voyait monter un peu. Puis là, la CAQ se disait, bordel, si on ne répond pas, ces gens-là vont nous voler des comtés dans le coin de Montréal, en faire Rive-Nord, Rive-Sud, tout ça. Le PQ est pas dans cette situation-là en ce moment, donc la CAQ, il n'y a pas de pression pour la CAQ extérieure. Il n'y a qu'une pression intérieure dans le caucus. Le résultat, c'est que la CAQ déçoit sur l'essentiel. Je pense que ton analyse est très juste, c'est-à-dire que on a sorti M. Legault. M. Legault est sorti du milieu des affaires, mais le milieu des affaires n'est pas sorti de M. Legault. Il pense encore en homme d'affaires et on le sait que dans le milieu des affaires, on a peur que si on impose le français de façon trop rigoureuse, on va avoir des problèmes de main-d'œuvre, les immigrants qui ne parlent pas français voudront pas venir ici, etc. Donc, il pense encore comme un businessman. Oui, puis je dirais, c'est le problème M. Legault, c'est le point de contact entre deux générations. Hein. Il a été élevé dans l'West Island, il a été longtemps un indépendantiste, il voulait le pays, mais en même temps, je me souviens quand il était au Parti québécois, c'était quelqu'un qui disait, faut choisir l'indépendance ou le français. Hein, c'est une déclaration très forte qu'il y avait eu dans un conseil national auquel je participais, où on débattait du cégep français en passant.
Et il avait dit soit l'indépendance, soit la souveraineté, soit le français ou le cégep français. Puis on se disait, bon, c'est un peu étrange comme raisonnement. Mais là, on voit aujourd'hui ce que ça veut dire. Donc, j'ai l'impression qu'il demeure impressionné. Il y a des gens, c'est la différence entre Legault et Parizeau, je dirais ça comme ça. Monsieur Parizeau était né dans la bourgeoisie, il n'était pas impressionné par la bourgeoisie coloniale anglophone, pas impressionné une seconde. François Legault est un homme qui a eu un vrai succès dans le monde des affaires, il incarne véritablement ce nationalisme conquérant rendu possible par la Révolution tranquille, mais qui porte encore les stigmates, je crois, de la vieille domination qui a pesé sur des Canadiens français, puis qui se laisse impressionner, manifestement par le milieu des affaires, se laisse impressionner par la bourgeoisie qui dit François, c'est pas sérieux, aller sur ça, c'est pas sérieux, c'est mauvais pour la business. Et donc, je devine les contradictions qui doivent traverser l'esprit et le cœur de François Legault. Jusqu'où peut-il aller? Est-ce que je force ce milieu-là? Est-ce que j'en suis capable? Lui-même a les doutes qui viennent de notre vieille condition coloniale canadienne-française, colonisée, en fait. Tout ça traverse cet homme qui est un homme admirable, qui est un homme qui se bat, mais qui lui-même, je dirais, qui combat probablement ses démons intérieurs dans cette bataille-là. Mais le problème, c'est que les démons intérieurs sont en train de gagner. Merci beaucoup. Écoute, on te laisse parce qu'on sait que tu as des millions de Français à vacciner contre le virus woke. On va essayer, on va piquer. Salut Mathieu, merci, à demain, bye. Bye. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu qui est à Paris, qui peut sortir, marcher dans la rue, aller au supermarché du coin, à l'épicerie, à la pharmacie, s'acheter des tests de dépistage rapide, autant qu'il en veut. Il n'y a pas besoin d'attendre pendant 2 heures. Il n'y a pas besoin de réserver. Il y a pas besoin... C'est pas le gouvernement qui va lui dire, non, toi, on t'en donne seulement que 5 parce que le mois passé, t'en as acheté 5 puis tout ça. Ça doit être le fun, vivre en France. Mathieu? J'ajouterais quelque chose. Je disais hier, à la blague, à la joute, j'ai dit, ouais, en ce moment, en France, c'est un peu bizarre. C'est une société où on peut recevoir des gens chez soi, il n'y a pas de couvre-feu, on peut aller au resto. Hey, c'est bizarre comme société, ça. Qu'est-ce qu'ils ont en tête pour nous faire donner ces permissions de ces libertés-là? Ils sont pas normaux, les Français. Et là, on peut se dire inversement, se pourrait-il que ce soit nous, au Québec, qui ayons un rapport trouble à la gestion de cette pandémie, où on en vient à trouver normal l'ensemble des restrictions que nous connaissons, et plus encore, comme tu viens d'évoquer, et puis comme le disait Mario Dumont dans un excellent texte tout récemment, le traitement quelquefois quelque peu soviétique de notre système de santé. Pas soviétique au sens totalitaire, on s'entend, mais une lourdeur bureaucratique, une pesanteur bureaucratique qui fait en sorte que les choses simples auxquelles on pourrait avoir accès, grâce à l'économie de marché normalement, sont chez nous distribuées au compte-gouttes. Ça fait penser à cette histoire, pour cette blagounette, appelons ça comme ça, qu'on faisait en Union soviétique, justement, où on disait qu'est-ce que c'est un sandwich? Eh bien, c'est un coupon de jambon entre 2 coupons de pain. Il y a quelque chose là-dedans qui me fait penser au Québec tel qu'il devient. Écoute, je veux pas passer pour Éric Duhem là, en disant qu'on vit dans un système communiste, mais c'est quasiment ça des fois, là. Communiste, je comprends ce que tu veux dire. Je dirais qu'il y a une lourdeur bureaucratique telle qui, c'est pas pour rien que j'ai dit l'URSS, là, donc je fais la même référence que toi. Évidemment, on vient dans une société libérale, évidemment, on vit en démocratie, évidemment, tout ça. Il n'en demeure pas moins que la pandémie a révélé les travers de toutes les sociétés, d'une manière ou de l'autre. Et chez nous, qu'est-ce que ça a révélé? D'abord, un système de santé qui ne tient plus, tout simplement. Quiconque va nous dire qu'on a le meilleur système de santé au monde, comme on l'entend souvent, vit dans un monde parallèle. Mais ça me fait penser, le Québec, on est toujours de même. Des années 50, on disait sous Duplessis qu'on avait le meilleur système d'éducation au monde. C'était une affirmation quelque peu hasardeuse. Mais on s'est raconté des années depuis une 50aine d'années, mais surtout depuis les années 90, qu'on a le meilleur système de santé au monde. Alors, c'est plus ou moins exact. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des vertus dans notre système de santé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui se dévouent de manière exceptionnelle, de manière admirable. Mais ça veut dire que manifestement, il ne tient plus. Manifestement, il est organisé de telle manière qu'il est inefficace. Et ensuite, les contraintes bureaucratiques qui pèsent sur la vie de chacun, qui pèsent sur la vie d'autrui, sont telles que là, on est entré on entre dans un, comme je disais, c'est la maison qui rend fou, mais à la québécoise. Puis je me disais à la blague que, histoire de devenir
milliardaire rapidement, il me suffirait de faire des allers-retours Paris-Montréal régulièrement avec des tests rapides dans mes bagages. Je pourrais m'enrichir dans la contrebande de tests rapides. Ben oui. C'est pas une belle manière de pratiquer le marché noir sur le dos de la pandémie. Alors, donc, tout ça est absurde, évidemment, mais j'évoque cette idée de manière absurde, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont l'avoir de manière sérieuse. Mais tu sais que la peur là, du virus, ça rentre dans nos têtes au Québec. Là. Hier, ma fille aînée, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue. Ma fille aînée m'appelle, est-ce que j'ai goût de te voir, est-ce que je peux aller super à la maison? Je lui dis, est-ce que tu as des tests de dépistage? J'aimerais ça que tu te testes avant. Elle dit, ben non, j'ai pas de test. J'ai dit, parce que toi, tu vois des gens qui voient des gens, peut-être que tu l'as, t'es asymptomatique, tu viens à la maison, tu vas peut-être me le donner. Puis là, j'étais mal à l'aise de recevoir ma fille, puis tout ça, c'est fou. C'est débile. Oui, alors qu'inversement, c'est pour ça que ça m'a amené une dimension culturelle dans le rapport au virus. C'est-à-dire que je dis ça parce que là, je suis en France, je suis un Québécois, hein. Donc j'ai tous nos codes culturels, puis je les vois, ils sont en contraste avec la France. Ici, les gens, même au cœur de la pandémie, là, première vague, autant où ça fait fort, considéraient que se voir était encore non seulement un droit, mais un besoin fondamental. J'ai des amis, puis là, je précise, c'est pas des libertariens, des espèces d'antivax déréglés, dingos, là. Non, c'était des gens normaux. L'un est haut fonctionnaire, l'autre aussi. Des gens plutôt équilibrés, centre-droit, qui sont tous sauf des extrémistes. Ils m'expliquaient qu'au moment de la pandémie, en 2020, ils ont fait, ou les fêtes de Noël, ils étaient 20. Ils considéraient que 20 c'était raisonnable, puis que c'était pas excessif et ainsi de suite. Alors que chez nous, ceux qui faisaient ça, on les prenait pour les derniers tarés. Puis là, mes amis, manifestement, sont pas les derniers tarés. C'est pas des débiles, tout ça. Donc là, je me dis, qu'est-ce que ça dit culturellement sur une société et l'autre? Et là, je me dis, bon, le Québec, on a une société qui tend à s'encabaner. Hein? Qu'est-ce que fait le Québec? C'est quand même l'encabadement 6 mois par année. Est-ce qu'on peut se dire que finalement, on s'encabane plus naturellement que d'autres? On est une société qui a toujours fonctionné en réaction de groupe. Le bon côté de ça, c'est qu'on est capable d'être solidaire dans la crise. Le mauvais côté, c'est que ça nous fait un petit côté moutonnier de temps en temps. Ben oui. Se pourrait-il que dans la crise, le côté moutonnier l'ait emporté? On est une société où, de temps en temps, on aime ça avoir un bouc émissaire pour dire c'est toute sa faute à lui. Là, on l'a vu récemment avec la question des influenceurs. Autant je te l'ai dit, j'avais pas de sympathie pour ces gens-là un instant. Je trouvais que c'était des farfelus, c'était des irresponsables. Autant qu'au même moment, décider que c'est eux les responsables de la faute de tout, sans réfléchir sur une question sur le système de santé, sur les dérèglements bureaucratiques du système, ça, il y a quelque chose d'étrange. Et je trouve que dans cette crise, c'est pour ça que moi, c'est une chose qui m'obsède de plus en plus. On peut toujours réfléchir à l'après-crise sur le mode de l'après-virus. L'après-virus, c'est-à-dire quand ça va être disparu d'une manière ou de l'autre, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, j'en sais rien. Mais ça, c'est une réaction un peu stérile, je dirais. Sans compte de réfléchir, c'est au retour de la vie malgré le virus. Et ça, bon, si la vie vraiment reprend ses droits tels qu'on la connaissait, ça va être merveilleux. Mais à court terme et moyen terme, apparemment, il va toujours avoir un variant qui va être là pour nous embêter, à moins qu'Omicron soit la vraie dernière vague, comme certains le suggèrent. Mais imaginons là, qu'on est encore pour 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans à vivre avec ça. On va quand même pas vivre toujours dans l'urgence absolue, comme c'est le cas en ce moment, où il suffit que ça déborde, puis on se donne le droit de fermer les restaurants, d'imposer aux gens de rester chez eux sans voir d'autres personnes, d'imposer un couvre-feu, de faire du délestage, de faire en sorte que les gens qui sont en attente d'une chirurgie de cancer doivent attendre, puis on leur propose un peu de radiothérapie en attendant. Non, mais je me mets dans la tête de quelqu'un qui attend pour une opération pour le cancer, on lui dit, tu vas attendre quelques jours, quelques semaines, on va te faire une radiothérapie pour contenir le mal. Mais je crois que je deviendrais fou. Je vois très bien comment je deviendrais fou là-dedans. Donc, quand je vois ça, il y a manifestement, il y a des questions de fond qui doivent se poser en ce moment. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas dans 2 ans. Maintenant, il va falloir se demander qu'est-ce que ça veut dire vivre, puis vivre pour vrai, là, pas vivre comme des petits inquiets, là, vivre pour vrai dans un monde où, par ailleurs, le virus est parmi nous. Je pense que c'est essentiel. Et en terminant, bien sûr, je veux t'entendre sur le départ de M. Arruda. Écoute, il y a quelques années, j'ai interviewé pour les Francs-Tireurs Laurent Ruquier, l'animateur français, et il me dit, vous, les Québécois, vous êtes trop gentils, vous êtes quasiment gentils à la limite de la bêtise. Et je vois aujourd'hui, M. Arruda, là, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'était pas un très bon directeur de la santé publique. Il nous disait de pas porter le masque alors que l'OMS disait, voyons donc, c'est la seule façon de se protéger convenablement. Il n'était pas très bon. Et là, je vois les concerts d'éloges, puis on vous aime, M. Arruda, puis les critiques ont eu raison de vous, puis pauvre vous, puis tout ça. Moi, on dit qu'on est gentil.
il y aurait moyen d'être équilibré, c'est-à-dire dire que le docteur Arruda, dans les premiers mois de la pandémie, a joué un rôle essentiel. Il était capable, sur le plan politique, parce qu'il y avait une dimension politique, le docteur Arruda, d'être capable de convaincre. Il a aidé les Québécois à tenir. C'est un personnage des premiers temps. Sa légitimité s'est usée. Aujourd'hui, ça tenait plus. Il devait quitter. Puis je dis même pas ça sur le plan de la santé publique. Moi, je suis pas épidémiologiste. Mais sur le plan politique, la gestion de la crise de la CAQ arrive à son terme. François Legault avait besoin d'un fusible. Fondamentalement, il avait besoin que quelqu'un parte, parce que sinon ça s'entraînait tout le gouvernement. Changer, c'est comme en France, quand ça va mal, le président change le premier ministre, ça permet de donner une nouvelle impulsion. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Il fallait changer le directeur de la santé publique, qui était devenu un personnage politique, pour donner une nouvelle impulsion à la gestion de la crise. Dans les circonstances, nul besoin, comme certains disent, bon débarras, tu sais, le côté méchant, genre, on va l'humilier au moment où il est à terre. Maudit qui crève, on l'aime pas, hein, dégage. De l'autre côté, on n'est pas obligé de dire vous étiez une merveille sur Terre, les méchants commentateurs vous ont fait partir. Cet entre-deux nous échappe dans cette société qui a de grands élans affectifs. C'est une de nos forces, Dieu qu'on aime quand on aime, mais quand on décide de perdre la raison sur le mode affectif Kalinours, ça fait qu'on n'est pas capable d'avoir une réflexion, je dirais, légitime sur le fait que lui-même comprenait qu'il était arrivé au terme de sa légitimité dans une crise. Il n'était plus capable de donner l'impression de même la maîtriser, la comprendre. Il fallait donner une nouvelle impulsion. Je pense que c'est le simple bon sens. Tout à fait, mais pense à ça, là. Je crois que t'as pas le temps, tu travailles tellement fort, mais pusher de tests de dépistage, ça serait peut-être bon, c'est comme sideline, comme on dit. Mais je suis pas contre, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça va se retourner contre moi. On va m'attraper, puis là, finalement, je vais me faire... non, ça va mal finir, je vais être aux douanes, je vais me faire confiner. On va me dire, vous êtes un trafiquant de tests rapides. Alors que j'aimerais plutôt trafiquer des armes à la frontière, c'est puni moins lourdement. Salut Mathieu, à demain, bye. Bye. Vous recevez jusqu'à 4 000 $ pour une participation à une étude. Alta Science recrute actuellement des personnes en bonne santé entre 18 et 65 ans qui ne prennent aucun médicament sur une base régulière. Participez à une étude clinique à Montréal et vous pourriez recevoir jusqu'à 4 000 $ pour votre participation. Inscrivez-vous en ligne au goalta.ca ou par téléphone au 514-373-2003. 514-373-2003. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors Mathieu, la question est très simple. La taxe anti-vax, pour ou contre? Bof. Je regarde ça, puis là-dessus, je dirais, je suis comme tout le monde sur ce cas-là, c'est-à-dire, je suis divisé. D'un côté, l'obstination des non-vaccinés et qu'on distinguera des anti-vax. J'ose croire qu'il y a beaucoup de non-vaccinés qui ne sont pas des anti-vax de principe, mais ils ont des réserves, puis ils se disent qu'il faudrait peut-être vérifier, qu'importe. Leur obstination m'exaspère comme tout le monde, puis je me dis manifestement, ils représentent un blocage, à tout le monde, ils contribuent au blocage dans le système de santé en ce moment, depuis au règlement de la crise. De l'autre côté, j'ai quelques réserves à cette idée de commencer à taxer de cette manière des comportements sociaux pour modifier les comportements sociaux de manière tout à fait explicite. Donc là, aujourd'hui, on se dit, là, les non-vaccinés, ils vont payer leurs frais, mais je redoute, là, puis je le dis comme tel, mais une fois qu'on avait fait cette idée-là, est-ce que dans quelques années, les fumeurs, et puis les obèses, et puis les gens, les accidentés de la route qui ont sauté comme des fous furieux, je veux dire, un jeune à calotte de 18 ans qui a conduit comme un malade mental à 240 km/h sur l'autoroute, bang, accident, mais là, on peut le rescaper, néanmoins, heureusement. Est-ce qu'il faut envoyer la facture à ses parents? Donc, il y a, puis là, on va me répondre, oui, mais il y a l'effet de masse propre à la pandémie. C'est-à-dire que tous ces gens-là n'ont pas des comportements de contagion, alors que les non-vaccinés sont des vecteurs qui participent à l'épidémie. J'entends l'argument, je l'entends. Il n'en demeure pas moins que je trouve en ce moment que la tentation de dire les anti-vax, pour reprendre la formule de Macron, on va les emmerder jusqu'au bout, ça nous épargne une réflexion plus large sur les raisons pour lesquelles une crise comme celle-là est capable d'encore 2 ans plus tard de déstabiliser complètement le système de santé, de le conduire au seuil de l'effondrement. Mais une fois que j'ai dit tout ça,
Je me rappelle toutes les opérations déprogrammées, le délestage, pour des gens qui ont besoin, des gens d'opérations pour le cancer. Et là, on leur dit, c'est une radiothérapie pour un temps parce qu'on peut pas vous soigner en ce moment. Donc, ayant tout cela en tête, et normalement, je parviens à trancher assez facilement. Je me dis globalement ce que je pense. Sur ce coup-là, comme je te dis, entre le oui et le non, je réponds le bof. Bof, c'est-à-dire, je pense pas que c'est l'idée du siècle, mais pour sortir de la crise, je suis ouvert à des mesures d'exception. Mais puisque je crains que les mesures d'exception deviennent une nouvelle normalité tôt ou tard, j'en reviens à mon point d'interrogation. J'ai rarement été aussi hésitant devant une telle idée. Par ailleurs, pour simplement en informer nos auditeurs, l'idée a traversé l'Atlantique très très vite. Et aujourd'hui, à Paris, bon, j'avais vraiment beaucoup de boulot, donc je passais d'une émission à l'autre. À peu près tout le monde m'en parlait. Ah oui. Je dirais que c'est un 50-50. Il y a quelques jours, quand je leur ai dit que les gens n'auraient pas accès à la SAQ et à l'SQDC. Alors là, il y a combien d'amis, j'ai quelques amis qui ont peut-être 2 doses de vaccin, mais la 3e, ils n'ont pas envie, des trucs comme ça. Puis là, ils me disaient, alors s'ils veulent à tout prix me flanquer une 3e dose, si on m'interdit l'alcool, alors là, oui, je vais la prendre. Donc, mais cela dit, c'est que sur la question de la SAQ, la réaction était générale, les Québécois sont fous. Sur la question d'un impôt pour les non-vaccinés, comme quoi c'est les Français, hein. Sur la question de l'impôt pour les non-vaccinés, c'est un vrai 50-50 référendaire. Il y a ceux qui se disent, parfait, on va leur mettre la pression. Il y a ceux qui se disent, non, mais jusqu'où on va aller dans ce délire. Et entre tous ces gens, je peine à trancher. Écoute, on parle d'emmerder les non-vaccinés, mais entre toi et moi, là, c'est qui les emmerdeurs ces temps-ci? C'est qui emmerde les gens depuis 2 ans? C'est les non-vaccinés qui emmerdent les vaccinés depuis 2 ans. Ah, non, mais t'as pas moi, regarde, il faut le dire aujourd'hui, presque à la manière d'une précaution rhétorique, mais ce n'est pas qu'une précaution rhétorique, j'ai mes 3 doses. Si le temps venu, il faut en prendre une 4e, j'en prendrai une 4e. Par ailleurs, je suis pas particulièrement complotiste de tempérament, mais je me dis, est-ce qu'on se dirige vers une société où il y a une dose par saison pour être capable de continuer à vivre? Est-ce que la seule manière de traverser cette crise, ça va être la dose trimestrielle du vaccin adapté par Pfizer, Moderna ou ainsi de suite? Bon, je pense qu'il est légitime de se demander si c'est un modèle durable de gestion soit de l'épidémie, soit de sortie de l'épidémie. Donc, bon, qu'est-ce qu'on appelle un non-vacciné aujourd'hui? C'est ça notre question. Je comprends que les non-vaccinés, en France, par exemple, on va traiter désormais à peu près comme des non-vaccinés ceux qui n'auront pas la 3e dose. Donc, les 2 premières doses, sans la 3e dose, c'est comme si ça invalidait les 2 premières. Donc, je regarde tout ça, puis je reviens sur la question que tu te poses, qui est la mienne. Les non-vaccinés qui surchargent les services de réanimation dans les hôpitaux, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui ne leur rentre pas dans la caboche? Pourquoi ils comprennent pas que, à partir du moment où le vaccin nous délivre des formes graves de la maladie, mais ça fait qu'on n'ira pas encombrer les hôpitaux, ça fait en sorte qu'on va pouvoir retourner une vie normale, et je l'entends, et je le dis, et le redis moi aussi, et quand je suis tout ça dans une perspective d'ensemble, je suis mitigé. Comme je te dis, je tranche pas, je suis mitigé. Et Jean-François Lisée posait une excellente question en début d'émission. Il dit, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on devrait ou pas adopter ce genre de mesures-là, la taxe anti-vax. La vraie question, la seule question qu'on devrait se poser, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va vraiment être efficace? Et lui en doute très fort. Parce il y a un côté défouloir là-dedans. C'est-à-dire, je te citais l'autre fois le très éloquent commandant Cadorette, hein, ils vont souffrir. J'ai l'impression que pour plusieurs, il faut désormais, avec les non-vaccinés, ils vont souffrir. Hein, et là, j'ai l'impression que on comprend à distance, on comprend les mécanismes de bouc émissaire et de vengeance sur le plan collectif, c'est-à-dire il faut que quelqu'un paye, ça va être eux. Et le fait est qu'ils sont vraiment responsables d'une partie de la crise, donc ça donne encore plus envie de le faire, mais à travers tout cela, je vois quand même plus de points d'interrogation que d'évidence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques évidences. Tout à fait. Encore des sacrées questions existentielles qui se posent. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Mathieu Bock-Côté, qui divise, hein? J'ai reçu des messages de gens qui disent, habituellement, j'adore Mathieu, je suis toujours d'accord avec lui, mais c'est la COVID, je suis tellement pas d'accord avec lui. Alors, ta prise de position divise certaines personnes, puis c'est très correct aussi, là.
Oui, mais note bien que je serais curieux, parce que je vois quelquefois des gens qui m'écrivent de tels messages, c'est-à-dire, on est d'accord avec vous globalement, mais on est en désaccord avec vous sur ce coup-là. Là, j'essaie toujours de voir la nature du désaccord, c'est-à-dire, il y a encore 48 heures, plusieurs m'écrivaient pour me dire que le couvre-feu était absolument essentiel. Bon, manifestement, le gouvernement n'est plus d'accord avec lui-même au bout de quelques temps. Je le dis chaque fois parce que je pense que c'est important de le dire, la vaccination massive est absolument essentielle. Ça, je pense que c'est... Je le redis parce que je pense que c'est vraiment la variable centrale. Je dis et redis, pour être capable de traverser la crise, il faut adapter le système de santé pour ne pas être soumis à un débordement à chaque moment. Je dis et redis, évidemment, faut pas être zouave, faut pas avoir des comportements cabochons. Donc, dans les transports en commun, on met le masque. Et je donne tous ces exemples-là. Mais une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que tous ces gens qui disent je suis en désaccord nous en viennent à affirmer qu'il est normal pour encore une année de vivre sur le mode du confinement généralisé? Est-ce qu'il est normal, dans leur esprit, que les gens ne puissent plus se recevoir chez eux? Est-ce qu'il est normal dans leur esprit que les lieux de convivialité élémentaire, qui sont les restaurants et autre chose, soient fermés? Et là, donc, une fois que je dis tout ça, je dis regardons à l'extérieur du Québec, où le système de santé n'est pas nécessairement en meilleur état partout. Et constatons que nos degrés, le niveau de mesure qu'on a chez nous, les mesures qui sont assez contraignantes, coercitives, vont beaucoup plus loin chez nous qu'ailleurs. Alors, et puis, c'est pas comme si la situation va à ce point-là mieux que ça chez nous. Donc, je regarde tout ça, puis je dis, il me semble qu'il faudrait éviter, si on est en désaccord, c'est toujours permis, d'absolutiser ce désaccord. C'est-à-dire là, on est sur le mode, on cherche à trouver la meilleure solution pour vivre et pas simplement survivre sur le mode de la conservation biologique pendant la crise. Puis là, c'est l'occasion de répondre à d'autres parce que hier, par exemple, j'étais à la Joute et puis je disais que, je faisais cette critique des différentes mesures que je trouvais excessives. Mais là, des gens m'écrivent en me disant « Ah, vous avez raison, c'est une conspiration depuis le début. » J'ai « Oh là là, les copains, on s'est mal compris. C'est pas une conspiration depuis le début. Ça, c'est une crise dans laquelle nos gouvernements font ce qu'ils peuvent, de bonne foi, tâtonnent, avancent, se demandent ce qu'on peut faire, découvrent des choses. La crise génère des surprises. » Bon, ben ça va de soi. J'ai jamais ça en question de ma vie. Je dis simplement que, sachant que la crise est sérieuse, que manifestement on n'en sort pas d'un coup, à moins de considérer qu'on a une vocation à l'encabanement permanent, et puis finalement on a des plages de liberté quand la situation sanitaire le permet, mais sinon reste chez vous puis bouge pas, je pense qu'il y a un problème ici. Mais ça ne veut pas dire un instant que tous les discours de zozo qui voient une conspiration, qui disent des gens qui m'écrivent je refuse le vaccin et j'en suis fier. Mais mon gars, on s'est mal compris. Donc, il semble qu'il y a une espèce de ligne, il me semble qu'il faut tenir, qui tient compte à la fois de la situation, du fait qu'il faut vivre, qu'il faut conjuguer les libertés et les exigences sanitaires, puis tout ça me semble pas à ce point-là insensé. Tous les spécialistes le disent, lorsque tu arrives avec des mesures, que ce soit lorsque tu es un gouvernant ou alors même un père de famille ou une mère de famille, puis bon, tu arrives avec des règles à tes enfants, il faut que les règles soient cohérentes, parce que s'il y a un manque de cohérence, les gens lâchent. Là, on nous a dit, François Legault a dit, lorsque la situation va s'améliorer, on va lever le couvre-feu. Ils ont levé le couvre-feu. Est-ce que tu trouves que la situation était améliorée, toi? Pourquoi on l'a imposé le couvre-feu? On sait pas. Là, on va ouvrir les écoles alors que c'est un lieu d'éclosion important. Par contre, les théâtres et les cinémas qui ne sont pas des lieux d'éclosion sont fermés. C'est à n'y rien comprendre. Ben oui, non, mais absolument. Je pense que quelques règles claires, c'est compris par tous, puis on les intériorise, on les intègre. Mais là, si on a... Alors, je te donne un exemple français, c'est fascinant. Là, il y a la question de la rentrée scolaire. Et là, il appelle ça les protocoles ici, le protocole de rentrée. Je pense, j'exagère, mais il a changé 8 fois dans 4 jours, là, ou quelque chose comme ça, là, ou en 12 jours. À la blague, je voyais sur Twitter un journaliste dire aujourd'hui, c'est bizarre, le protocole de rentrée n'a pas changé dans la dernière demi-heure, que se passe-t-il? Donc, il y a... partout on improvise, partout on fait ce qu'on peut, et là c'est le côté exagérément tatillon de nos sociétés. Tu sais, on est des sociétés qui font des règles sur tout, et là on cherche à tout encadrer. Alors que peut-être qu'on est rendu au moment de la crise où certaines grandes règles doivent être posées, certains grands principes, puis ensuite on laisse vivre et respirer un peu les gens. Alors là, j'entends l'argument, oui, mais le système de santé va éclater, parfait. J'entends la question des déprogrammations, le délestage. Ça, je pense que c'est la question centrale. Ce sont des histoires absolument bouleversantes. Ben, tout à fait. Et il y a une nécessité absolue
que le gouvernement trouve une réponse immédiate à ça. Je veux dire, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on commande que quand on gouverne, mais dans les priorités, manifestement, je veux dire, les victimes de cancer, d'infarctus, et ainsi de suite, je me mets dans la peau de quelqu'un qui se fait diagnostiquer une tumeur et on lui dit, ben là, on peut pas opérer, on en reparle dans quelques semaines. On envoie des histoires comme ça. Il y a quelque chose là-dedans, mais ça, c'est d'une barbarie sans nom. Alors ça, c'est une question centrale, puis ça exige, de telles situations, ça exige un aménagement de nos libertés. Une fois qu'on a dit ça, puis je le dis, c'est pas un détail, on ne peut pas être tenu en otage collectivement par un système de santé défaillant. C'est comme si la société québécoise existait pour l'hôpital, puis que l'hôpital lui-même n'était pas capable de faire son job. Donc, quand je dis tout ça, c'est pour ça que je refuse d'idéologiser, je refuse sur le mode de tout d'un bord, tout de l'autre. On cherche une espèce de réponse qui soit à la fois cohérente, qui tienne compte des différentes variables. Puis c'est pour ça que quand j'entends, il faut mettre la science au pouvoir. Calmez-vous là. Ben c'est ça, justement, Mathieu, je vais te poser la question parce qu'il y a des gens comme moi qui disent les décisions sont trop politiques. Ce sont des décisions qui sont prises sur une base politique, surtout quand on s'en va en élection dans pas grand temps provincial et ça peut être tentant de prendre des décisions justement qui plaisent aux électeurs. Donc il y a des gens qui disent les décisions devraient être prises justement par des experts, par des spécialistes, par des virologues, par des épidémiologistes. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Pas du tout, même, je dirais. Pour une raison simple. Premièrement, tous les experts s'entendent pas. C'est un point de départ là-dedans, c'est important. La santé publique, je dirais la santé publique est le domaine proprement politique de la santé. Dire la santé publique, ce sont les déterminants sociaux de la santé. La santé publique, c'est l'organisation des mécanismes sociaux pour favoriser la santé optimale de la population. C'est la gestion des épidémies. Alors ça, la santé publique en tant que telle est politique. En elle-même, elle est politique. Selon les privés. Et on le voit d'une société à l'autre, là. Décider de est-ce qu'on ferme les écoles? C'est une question politique, ça. Est-ce qu'on ferme les restos, les théâtres? C'est une question politique. Est-ce qu'on fait un couvre-feu? C'est une question politique. La science peut éclairer la décision. C'est même essentiel qu'elle éclaire la décision. On ne fonctionne pas au doigt mouillé. La science fournit des données, fournit une lecture de la situation. Mais le propre du politique, c'est en tenant compte de toute une série de facteurs. Par exemple, on va dire, il y a la question du système de santé. C'est absolument central. Au même moment, on voit des jeunes générations qui sont condamnées, qui voient leur éducation gâchée en ce moment. Faut dire les choses comme elles sont. Je veux dire, tous ceux qui nous disent de pas dédramatiser ce qui se passe pour les jeunes, je trouve ça lunaire. Donc, le propre du politique, c'est toujours de concilier des besoins également nécessaires, mais pourtant contradictoires. C'est ça l'âme humaine, c'est ça l'existence humaine, c'est le nécessaire et contradictoire. Je veux beaucoup de liberté, je veux beaucoup de sécurité. Je veux beaucoup de liberté, je veux beaucoup d'égalité. Ça, on peut pas tout avoir en même temps. Et le propre du politique, c'est je dirais non, et c'est pas scientifique, le politique est un art. Et il faut être capable de tenir tout ça ensemble. Et puis tu parles du fait qu'il y a des élections bientôt. Quand j'ai demandé à des amis français, oui, mais est-ce qu'il y a un risque qu'on retombe en confinement? Et la réponse m'a toujours frappé. Il dit, Mathieu, on est à 100 jours de la présidentielle, il n'y a pas de confinement à l'horizon. Mais c'est intéressant. Autrement dit, le fait qu'on doit tenir compte des préoccupations populaires, eh bien, ça fait en sorte que le gouvernement se garde une petite gêne avant de se dire qu'il se croit tout permis dans la mise en suspension de la vie sociale. Donc, c'est pour ça que sur la question de la COVID, je pense qu'il faut avoir toujours un propos équilibré, éviter de trancher une fois pour toutes, et puis, je le redis, autant la science qui est essentielle de nous éclairer, autant elle ne peut se substituer aux politiques, puis autant le politique ne peut pas commander ses résultats à la science. Donc, chacun joue son rôle, puis ensuite, on montrera en bonne démocratie. Et tu disais qu'il y a des gens qui t'écrivent en disant « Ouais, t'es rendu comme nous autres, un complotiste et tout ça. » Le pire, c'est avoir des faux amis. Hein. Moi, les adversaires, c'est le parrain qui disait « Keep your enemies close, but your friends closer », quelque chose comme ça. Là. En tout cas, mais c'est ça, là, d'avoir des faux amis, des gens qui disent « Ah, il est dans notre gang. » Non, je m'excuse. Oui. Non, mais c'est fascinant parce que là, ils se disent, dans le système médiatique, voilà quelqu'un qui est assez en désaccord avec la tendance globale sur le confinement. Bon, ça veut donc dire qu'au fond de lui-même, il est motivé par les mêmes choses que nous. Là, il faut faire le tri. C'est-à-dire, là, ne voyez pas un représentant de votre cause là où il n'y en a pas. Le propos que je tiens, je pense surtout que c'est un propos
je le dis en toute, ça se peut que je me trompe, mais en toute modestie, je crois qu'il représente celui de beaucoup de Québécois là, qui ont joué le jeu jusqu'à présent. C'est-à-dire, ils ont suivi les règles, ils ont suivi pour vrai. Ils se sont fait vacciner une fois, deux fois, trois fois. La 4e dose, ils vont la prendre. Puis la 5e, probablement, puisqu'on va comprendre qu'on est sur le mode du vaccin saisonnier pour un temps. Bon. Et ces gens-là, c'est pas des conspirationnistes, c'est pas des complotistes, c'est pas des gens qui sont en train de s'imaginer je ne sais quelle conspiration de Bill Gates, où ils disent que, mais simplement, bon, il va falloir faire quelque chose à travers tout ça. Ça, je pense que ce sont les gens, dans mes propos, je crois que ce sont ces gens-là à qui je donne un écho. Mais les farfelus qui s'imaginent que tout ça est une espèce de conspiration, je dis, on n'est pas dans la même équipe, les gars, tout simplement. Mais c'est une espèce de rappel d'équilibre. C'est que dans un débat aussi marquant existentiellement, on dirait que toute personne qui existe dans l'espace public, chacun veut le mettre dans son équipe. Puis là, t'es avec nous, t'es contre nous. Non, on essaie simplement de faire notre travail en tant que commentateur pour éclairer la situation, en dévoiler la contradiction, plutôt la complexité, être capable néanmoins d'y voir une forme de cohérence, être capable de jeter quelques lumières sur tout ça, tout en sachant que personne n'a de réponse définitive. Et comme tu dis, être équilibré, c'est-à-dire on peut critiquer le gouvernement, il faut être indulgent aussi, parce que je sais pas si on ferait nécessairement mieux à leur place. Absolument raison. Je me permets de le dire. Moi, tous ceux qui sont sur le mode, il faut revenir sur la première vague avec une espèce d'enquête sur les CHSLD où il faut être absolument sévère envers le gouvernement. J'ai un instant là. La première vague, là, tout le monde était pris par surprise là-dedans. C'était une catastrophe à l'échelle du monde. Et là, quand on décidait de faire une forme de procès anachronique en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui, mais ce qu'on savait pas ou en temps réel, ça, moi, j'ai un instant. Il y a une indulgence légitime pour la gestion dans la première vague. C'était catastrophique. Il y a des vies qui ont été perdues. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on faisait ce qu'on pouvait. 2 ans plus tard, on se permettra d'être plus sévère parce que le temps passe et là, on est capable, chacun s'est formé pour ça un savoir citoyen sur la COVID, dans une forme de bon sens populaire qui prend forme. Donc, il faut avoir une indulgence, ce qui ne veut pas dire non plus être un bénet. C'est bien ça. Bonne journée, à demain, mon cher Mathieu. Jusqu'à 4 000 $ pour une participation à une étude. Altascience recrute actuellement des personnes en bonne santé entre 18 et 65 ans qui ne prennent aucun médicament sur une base régulière. Participez à une étude clinique à Montréal et vous pourriez recevoir jusqu'à 4 000 $ pour votre participation. Inscrivez-vous en ligne au goalta.ca ou par téléphone au 514-373-2003. 514-373-2003. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, il y a un sondage qui a été publié dans l'actualité qui montre que les appuis à la CAQ fondent comme neige au soleil et la CAQ gagnerait encore les élections si il y a des élections qui étaient tenues aujourd'hui. Mais par contre, glisser quand même de plusieurs points. On va en parler avec Mathieu parce que Mathieu, toi, tu penses que ce sont les mesures sanitaires qui fragilisent les appuis au gouvernement Legault? Alors, il y a différents facteurs. C'est-à-dire, si c'était la question linguistique, comme je pourrais l'espérer, il y aurait un transfert de vote dans le Parti québécois. Donc, on n'y est pas manifestement. Le transfert de vote, puis il faut relativiser ce sondage. Manifestement, il y a je dirais pas qu'il y a des failles méthodologiques, mais cette firme, au fil de l'histoire, s'est souvent trompée. Mais ça indique quand même une chose, c'est que la CAQ, en ce moment, paie le prix, je crois, du couvre-feu de trop. C'était inévitable. En passant, la lune de miel ne pouvait pas durer 4 ans. L'histoire d'amour ne pouvait pas durer 4 ans. Elle se maintient. Elle est stable, mais en ce moment, la CAQ peut bénir ou chanter la division, la fragmentation des oppositions, parce que nul ne sait vers qui se tourner s'ils veulent trouver une alternative à la CAQ. Le Parti libéral demeure d'abord et avant tout le parti du multiculturalisme, de l'hostilité à la question identitaire, ce qui fait que puisqu'il n'a pas fait ce travail d'amendement politique, de refondation politique pour se reconnecter à la majorité francophone, il ne parvient pas à compter vraiment dans le débat. QS réussit à croître un peu. Faut dire que Legault a tout fait pour que l'espèce de duo, de tango Legault-Nadeau-Dubois puisse monter. Et ça a un certain effet, c'est-à-dire que d'autant que QS correspond à l'ère du temps pour plusieurs. Le Parti québécois ne parvient pas vraiment à percer. Reste à voir moi je l'enterrerai pas tout de suite, mais reste à voir s'il parviendra. Mais pour l'instant, ça ne joue pas pour lui.
puis le Parti conservateur réussit à exister. Et ça, il prend une partie du vote de la CAQ, c'est assez évident. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la population soutenait depuis le début avec des réserves, quitte à négocier chacun dans nos vies personnelles un petit espace de liberté, mais comprenait globalement les mesures. Mais les mesures coup de poing, version bombe nucléaire de la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, le couvre-feu surtout. L'ensemble des mesures, mais le couvre-feu qui était le coup de trop, eh bien là, manifestement, une partie de la population a décroché et dès lors commence à chercher autre chose sans parvenir à trouver. Et je pense que c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire beaucoup de gens qui jusqu'ici disaient ils font ce qu'ils peuvent, mais ils font quand même correctement, même si c'est pas parfait. Là, plusieurs se sont dit, là, c'est le coup de trop. C'est le coup de trop, et dès lors, maintenant, je vais commencer à politiser ma réflexion sur la pandémie, et donc je vais commencer à voir s'il n'y a pas d'autres voix qu'on peut entendre. Comme je dis, il n'y en a pas une en particulier, mais il n'en demeure pas moins. D'ailleurs, le gouvernement a retiré le couvre-feu parce qu'il a bien compris que cette mesure-là fragilisait toutes les autres, et là, on en voit les effets. Ensuite, manifestement, la CAQ ne paie pas le prix pour l'instant de son nationalisme trop tiède, et si on voit le drame ici de ce que veut dire une absence d'un Parti québécois fort dans l'électorat et les sondages, c'est que si la CAQ se sentait menacée par le PQ, eh bien, elle serait obligée d'aller plus loin sur le français et tout ça. Et là, pour l'instant, elle ne se sent pas menacée, donc elle se contente de son nationalisme verbal, et à terme, c'est tout le Québec qui va en payer le prix. Moi, je pense que quel que soit le gouvernement qui est en place, ses appuis de ce gouvernement-là auraient fondu de toute façon parce que, écoute, on est tanné. Tu sais, c'est pas tellement un vote de non-confiance contre Legault, c'est un vote, on est écœuré de la pandémie. Je suis d'accord, mais avec la nuance que les sondages se maintenaient quand même. Et là, je pense qu'il y a une espèce de corrélation presque directe entre les dernières semaines, les 3 dernières semaines, disons, et l'humeur de la population en ce moment. Donc là, je pense que ça fait un bout qu'on est écœuré de la pandémie. C'est globalement, rares sont ceux qui disent « Ah, tout cela nous permet néanmoins de nous recentrer sur notre vie intérieure. » Bon, c'est pas l'humeur dominante. On n'est plus au premier temps où on chantait les beautés du confinement. On faisait du pain. Hein? Puis on disait que ça va bien aller. Donc là, on n'en est plus là. Mais, cela dit, l'appui il se maintient encore, sur le temps passant. Le gouvernement ne serait pas balayé un instant demain. Mais on sent que pour la première fois, l'opinion mord le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'est plus en situation d'hégémonie. Il doit commencer à se poser des questions politiques. Il arrive au moment où il va se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour stopper ce qui est possiblement une saignée et comment regagner des votes? Mais là, ben, c'est toute la question. Comment regagner des votes dans les circonstances? Pour la CAQ, est-ce que c'est un nationalisme maximal sur la question identitaire? C'est pas impossible, mais encore une fois, on verra le résultat. Est-ce que c'est s'aligner sur une philosophie à l'espagnol où le premier ministre espagnol vient de dire maintenant on va traiter de plus en plus la COVID comme une grippe plutôt que comme une pandémie? Donc ça implique un changement dans la question des mesures. Est-ce que c'est l'alignement sur les politiques à la floridienne? J'en serais étonné. Mais j'essaie de voir comment la CAQ va se relancer parce que là, on la sent pour la première fois fragilisée. Mais Mathieu, moi, ce que je crains de cette publication, de ce sondage-là, c'est que si le gouvernement décide, on verra, de relâcher certaines mesures, que ce n'est pas pour remonter dans les sondages. J'espère que s'il relâche des mesures, c'est parce que c'est la chose à faire au point de vue de la protection de tout le monde. Tu comprends? Je veux pas non plus qu'il commence à gérer par sondage. Mais je suis d'accord. C'est pas la question. Je suis d'accord. Juste que, objectivement, les mesures dépendent de l'adhésion populaire. Donc, si l'adhésion populaire n'est plus là, au-delà de sondage, pas sondage, pour que les gens suivent, ils doivent y croire un peu, quand même. Dès lors, s'il y a des mesures qu'il n'y a plus d'acceptation sociale. Puis surtout, comme je dis, on a quand même, aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, et manifestement dans des endroits qui sont dans une situation à peu près semblable à la nôtre, eh bien, les gens peuvent vivre bien davantage. Donc, il ne pouvait pas ne pas y avoir un jour, un moment, est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction? Mais évidemment, il ne faut pas décider des mesures par sondage. Il faut simplement dire que l'adhésion populaire est importante. Et en ce moment, il est possible qu'elle soit fragilisée. Mais puis il y a l'autre question, hein, c'est-à-dire à quoi ça sert un deuxième mandat de la CAQ? Les gens vont voter pour elle, à se réélire demain. Mais en 2012, que je dis là, 2012, en 2018, ça servait à virer les libéraux. C'est important de virer les libéraux. C'était essentiel de virer les libéraux. C'était hygiénique voter se libérer des libéraux.
Mais là, c'est quoi la prochaine étape? Pourquoi on vote pour la CAQ la prochaine fois? C'est quoi la raison? C'est quoi le projet du gouvernement Legault? Continuer à gérer ça comme un bon père de famille? C'est quoi le prochain grand geste d'affirmation nationale qui fait en sorte que la CAQ va continuer à dynamiser le nationalisme québécois? Pourquoi voter CAQ en 2022? Ben là, c'est la question à laquelle le gouvernement ne parvient pas à répondre pour l'instant. Là, aujourd'hui, il y a un seul et unique sujet, là, c'est ancien, hein, au Québec, c'est vraiment les mesures sanitaires. Et regarde, sur l'affaire de l'école, bon, les écoles vont ouvrir lundi. D'un côté, tu as tous les pédiatres qui sont presque unanimes en disant la santé mentale de nos enfants, faut les retourner à l'école. De l'autre côté, faut pas être fou. Tu vis en France. Tu vois, là, t'entends les enseignants qui sont en grève. Écoute, je suis allé sur France Inter. On publie des témoignages de professeurs. Il y a une flambée de cas de COVID dans les écoles en France. Ah, mais je pas le contraire. Ouais. Mais je pas le contraire. Comprends-moi, moi, je suis pas du tout de l'école de ceux qui disent qu'il se passe rien. Tu sais, il y a l'école du traitons ça comme si rien se passait. Non. Mais manifestement, ça brûle, là, en ce moment, on dit comme ça. Il y a une flambée de cas. Par ailleurs, faut-il rappeler que pour les enfants, les cas sont à peu près, il y a pas ça n'a pas d'effet. Je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Non, mais ils donnent, mais attends une minute, ils rentrent à la maison puis ils donnent à leurs parents. Absolument, là. mais t'as raison, t'as absolument raison. Mais là, c'est à ce moment-là qu'on touche la question des politiques de vaccination. Parce que le vaccin protège des formes graves. Ça, c'est établi. Il n'empêche pas la contamination, mais il protège des formes graves. Très bien. Bon, mais si on arrive dans une situation où on réussit à éviter un débordement, on n'y parvient pas au Québec en ce moment, mais on a évité les débordements de tous les services hospitaliers, et puis qu'on accepte que le virus circule, d'autant qu'Omicron, pour reprendre la formule qu'on a entendue quelquefois, c'est presque une dose gratuite de vaccin. Bon, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais globalement, il est très, très, très contagieux, et il est beaucoup moins violent, beaucoup moins dangereux. Bon, on regarde ça, puis ce que j'entends, surtout en France, à la lumière de ce que tu me dis, c'est que manifestement, personne en ce moment, je dis pas que ça arrivera pas dans 2 semaines, mais personne à cause de ça dit on va fermer le reste de la vie. Personne. Donc là, dans le débat public, là, je cherche les seuls qui sont des confinistes ultra, ce sont certains médecins qui circulent sur les plateaux télé pour qui le confinement, j'ai l'impression que quelquefois ils rêveraient qu'on vive sous cloche de verre. Mais dans le débat public en ce moment, puis Dieu sait que je l'ausculte et je le regarde et je le décrypte et j'y participe, l'option reconfinons, je ne l'entends pas. Pour l'instant, à tout le moins. Elle n'est pas là. Alors que chez nous, l'option déconfinons n'est pas là. Donc là, il y a manifestement, c'est pas la même chose. L'option déconfinant, c'est Éric Duhem, mais on voit qu'il grimpe dans les sondages. Il a dépassé le PQ selon ce sondage-là. Mais c'est pour ça que là, on le voit, mais est-ce qu'on veut que la critique des mesures sanitaires soit portée seulement par ceux qui considèrent qu'on doit en finir une fois pour toutes au complet avec elles? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une critique raisonnable, adaptée à la gestion de la pandémie, qui consiste pas à dire que, regarde, c'est pas la fin du monde non plus, qui conjuguerait, par exemple, sur la question du vaccin. Est-ce qu'on pourrait avoir à la fois une politique très, très, très pro-vaccinale? J'entends pas des gens qui disent c'est votre choix. Non. C'est une politique très pro-vaccinale, puis qui cible plus encore, chez ceux qui ne sont pas encore vaccinés ou qui n'ont pas eu la dose nécessaire, les populations vraiment fragilisées, qui pourraient se retrouver demain matin dans les urgences, dans les hôpitaux. Mais au même moment, de relâcher les mesures pour permettre au moins à la vie de reprendre minimalement. Moi, je pense que c'est ce type de synthèse intellectuelle et politique vers lequel on doit tendre. Parce que quand je te dis, j'en reviens sur ton exemple, ça flambe ici, mais il n'y a personne qui dit il faut tout fermer. Personne ne dit qu'il faut tout fermer. Et c'est important de garder à l'esprit, parce que c'est ça qui m'obsède. À moins que le Québec ait vraiment trouvé la solution pour s'en tirer. Puis dans 6 mois, on va dire, maudit que les Québécois étaient exceptionnels d'avoir eu cette politique-là. Mais j'ai pas l'impression qu'on est dans cette direction. C'est pour ça que la comparaison et les contrastes peuvent nous éclairer sur nous-mêmes. Et ce qui fait mal à la CAQ, je pense, c'est les incohérences. Par exemple, les écoles sont des foyers d'éclosion. On ouvre les écoles. Les cinémas et les théâtres ne sont pas des foyers d'éclosion. Ils sont fermés. Incompréhensible. Eh bien, on se le disait hier, des règles générales, mais claires, qu'on comprend, c'est bien, ça permet d'adapter son comportement au temps pandémique, ce que tout le monde fait, on n'est pas cave. Ensuite, avoir des réglementations, mais c'est pour ça que là-dessus, ça s'inscrit dans la tendance lourde de notre société. On est des sociétés qui cherchent à réglementer tous les domaines de l'existence. On veut tout contractualiser. L'État a toujours son avis à donner sur de telle manière, font un tel règlement, ça taille des choux-fleurs. Bon, c'est la tentation de la suradministration propre aux sociétés modernes et bureaucratiques.
Le prix à payer de ça, c'est quand il y a une pandémie, on veut aussi suradministrer la gestion de la pandémie. Plutôt, puis comme je dis, on n'aurait pas dit ça au début de la crise. Mais on est 2 ans après. Moi, c'est ça qui me frappe. On est 2 ans après. Est-ce que c'est... Puis je suis à Paris, mais je passe mon temps au téléphone ici avec plein de gens au Québec de différents milieux, de différentes tendances pour prendre le pouls, prendre la température. Parce que je suis vraiment curieux de voir comment ça réagit. Puis des gens de différentes tendances. Il se trouve, j'ai des amis libéraux, des amis conservateurs, j'ai des amis péquistes, un petit peu plus dans ce camp-là. J'ai des amis caquistes, bon. Mais ils me disent à peu près tous la même chose. Je dis pas qu'ils disent tous la même chose publiquement, mais ils disent tous, fondamentalement, l'heure est venue de trouver une manière de respirer à nouveau. Alors là, à moins que je sois complètement déconnecté, ce qui est tout à fait possible, mais il y a quand même, manifestement dans l'opinion, cette idée que là, on fait un peu fausse route. Donc je crois que tôt ou tard, politiquement, il y en a des effets. Reste à voir, comme je dis, puisqu'il n'y a pas d'opposition clairement identifiée, la CAQ se maintient, mais que la CAQ redoute l'émergence de l'opposition clairement identifiée. Tout à fait. Écoute, on a hâte de pouvoir parler d'autres choses et je suis convaincu que M. Legault aussi a hâte de vraiment gérer la province et sur d'autres sujets. Et en terminant, ton émission demain à CNews, qui tu reçois comme invité? Je reçois la philosophe Bérénice Levet, qui est une des philosophes les plus intéressantes en France. Elle avait écrit un livre important sur la théorie du genre. Elle en a écrit un autre sur le féminisme, un autre sur la crise du progressisme. Et là, elle en sort un sur les dangers de l'écologisme. C'est-à-dire comment un certain écologisme mal pensé se retourne même à la fois contre les sociétés humaines et contre la nature. Et donc, je la reçois autour de ce livre. J'en suis très heureux. Elle sera excellente. Mais écoute, j'ai très hâte d'entendre ça. De voir ça, on peut bien sûr aller sur ta page Facebook et tu postes régulièrement ton émission. Et en terminant, écoute, dimanche, tu liras, s'il te plaît, la chronique que j'écris dans le Journal de Montréal. Je parle d'un cahier que Oxfam produit et distribue aux gens pour enfoncer dans la tête de nos enfants l'idéologie woke. Tu vas voir ça, ça défrise. C'est hallucinant. Je lirai assurément. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Salut. Bye bye.